Autour de la grande table critique, je suis avec Philippe Chevillier, rédacteur en chef culture aux Échos, et avec Victor Inizan, chercheur et critique nouveau venu. Bienvenue Victor. Cette seconde partie est consacrée au théâtre. Dans quelques instants, nous parlerons de Cypher Z, nouvelle création dystopique du collectif Moonstrom Théâtre. Mais tout de suite, le nouveau spectacle de Jean-François Sivadier, Sentinelle. Mais quoi, Jean-Sébastien Bach, c'était pas un génie peut-être? Non, c'était un travailleur. Un génie? Un travailleur? Oui, il n'y a pas de génie. À part dans les lampes, il n'y a que des travailleurs. Ok, des travailleurs, j'aurais pas dû dire génie. Désolé d'avoir employé un gros mot. C'est fou quand même, hein. Avec vous, tout ce qui frise un peu l'irrationnel, c'est le mépris total. Le génie, l'inspiration, l'aura. Laura, la tromboniste. Pas Laura. Ah oui, la petite auréole au-dessus de la tête. Je sais pas pourquoi je parle de ça avec vous. Vous ne pouvez pas admettre qu'il y a des gens qui possèdent quelque chose de supérieur sans jamais l'avoir appris, qui ont une faculté presque malgré eux d'être au-dessus. Mais moi, je suis jamais aussi heureux que quand je vois des gens, pas au-dessus, mais en face. Des gens comme toi et moi qui ont seulement travaillé. Complètement démago. Le jour où Callas, Maria Callas, a loupé le contrefa de la Reine de la Nuit, tout le public a fait « Oh !» en même temps. Au lieu de mépriser la chanteuse, ils l'ont consolée, parce que tout à coup, ils ont compris qu'elle n'était plus une divinité, mais une femme qui faisait seulement son travail. Jean-François Sivadier signe le texte, la mise en scène et la scénographie de Sentinelle et revient à une manière, celle d'un spectacle qui avait connu beaucoup de succès, Italienne scène et orchestre, dans lequel le public était amené à participer à la création d'une traviata et entrer donc dans les débats esthétiques de l'équipe artistique. Cette fois-ci, sur scène, ce sont des pianistes qui discutent, qui se rappellent leurs souvenirs communs, qui débattent de ce qui fait l'essence de leur pratique et de leur statut d'artiste. Ils sont trois. L'un a réussi, l'autre moins, le troisième a disparu. Philippe Chevillier, vous nous parlez un peu du dispositif. Alors le dispositif, on connaît Sivadier pour ses grandes fresques où de toute façon il utilise toujours des cordes, des morceaux de bois, c'est très spectaculaire et en même temps il n'y a pas de grand décor, enfin au sens classique du terme. Alors là on est dans un dispositif singulier, puisque le projet lui-même est singulier par rapport à scène italienne et orchestre. C'est une pièce intime. Il n'y a que 3 comédiens sur scène qui jouent des pianistes. Et évidemment, l'élément le plus surprenant, c'est qu'il n'y a pas de piano sur scène. Donc, plateau vide, avec un jeu de projecteur posé par terre, qui va bouger quand même. Et donc, la musique est présente distillée par des extraits de virtuoses. C'est-à-dire avec parcimonie, on n'entend presque pas au début, pratiquement pas au début. Et ensuite, l'interprétation est faite se traduit par les mots, comment ces 3 amis et rivaux ressentent la musique différemment, mais aussi par le geste. Et il y a, moi, des scènes que j'ai beaucoup aimées, où on les voit pianoter dans l'air en ayant préalablement trempé leurs mains dans une poudre blanche qui fait des volutes comme si les notes s'échappaient sur scène. Donc il y a quelques effets, mais pour le reste, c'est quand même un spectacle essentiellement dépouillé. Alors il y a aussi la danse qui permet aussi d'exprimer cette saga de 3 pianistes, qui est un spectacle qui, moi, m'a beaucoup plus passionné et fasciné, parce que je trouve que quand on écoute l'extrait, on se dit mais est-ce qu'on peut être tenu en haleine pendant 2h30 Ça dure 2h30 le spectacle. Et voilà. C'est vrai que quand on entend ces extraits-là, on imagine quelque chose de très didactique, de très théorique. Une discussion à 3 pianistes, 2h30, ça peut paraître beaucoup. Et bien moi, j'ai pas vu personnellement le temps passer, parce que j'ai été passionné par cette histoire à la fois très intime. On voit ce qui peut être la vie de virtuose, ce qui peut être leur passion, et puis surtout une réflexion, une variation sur qu'est-ce que l'interprétation au sens propre et figuré de la musique, et qu'est-ce que l'art, et comment l'art est essentiel, et pourquoi enfin, les gens qui ressentent ce spectacle sans justement s'ennuyer, c'est peut-être parce qu'on a ce questionnement sur l'art et que l'art nous paraît essentiel. Donc ça, c'est passionnant. Après, on parlera de l'écriture et... Oui, Victor.
Alors oui, moi je rejoins en partie ce que vous dites Philippe, parce que le spectacle m'a, moi, laissé la sensation quand même d'une assez grande longueur, précisément parce qu'il me semble un petit peu écartelé entre deux choses ce spectacle. Il y a d'un côté donc la fiction cadre que vous avez évoquée, qui est celle de ces trois pianistes qui sont dans une école d'abord, et puis qui après participent à un concours de piano, ou plutôt de air piano, enfin AIR, puisqu'il s'agit, comme vous l'avez dit, de chorégraphier un petit peu le piano plutôt qu'en jouer. Et puis de l'autre côté, il y a effectivement la partie un peu théorique, où on a l'impression, et Sivadié le dit d'ailleurs lui-même, que tout ça n'est finalement qu'un prétexte, que la musique est un prétexte pour parler des trois visions un petit peu majoritaires de l'art, donc l'art pour l'art autonome, l'art pour la beauté, voilà. L'art politique, matérialiste, et puis l'art d'avant-garde, un petit peu plus radical, un petit peu plus obscur. Et c'est vrai que, voilà, il y a trois personnages, chaque personnage présente un petit peu sa propre vision. Et moi, il m'a semblé quand même que finalement, les débats, les prétextes, finalement, sont plus intéressants que la fiction elle-même, vous voyez. Il me semble que finalement tout cet aspect théorique que vous évoquez, c'est probablement l'endroit le plus fort du spectacle, parce qu'il mobilise, et ce sont des choses qui sont, comment dire, assez vulgarisées parfois, mais toujours avec une certaine intelligence quand même dans l'écriture. Et je dois dire que la fiction, moi, m'a moins convaincu finalement que le prétexte lui-même, et c'est un petit peu dommage, on en reparlera, mais parce que le spectacle, plus ça va, plus la fiction finalement prend le dessus sur ces débats. Et donc il me laisse. Vous avez assisté à un bon cours en fait, Victor Inizan. Oui, en fait, un bon cours, et en même temps, ce qui est dommage, c'est que la première partie est plutôt centrée autour du cours, et la deuxième, peut-être un petit peu plus autour de l'illustration de ce cours, et moi, l'illustration m'a laissé beaucoup plus, dubitatif que la partie théorique elle-même, vous voyez. Philippe Chevillier. Oui, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que la fin justement du concours est traitée de façon d'abord un peu... on est un peu dans le réalisme aussi, parce que les concours, ça se passe un peu comme ça. Je crois qu'il a assez bien vu le côté, le stress, etc. Et puis parce qu'il y a cette dimension de la métaphore, de la danse, qui fait qu'alors on peut trouver ça répétitif, mais moi c'est pour ça que j'étais aussi embarqué à la fin. Ce qui est intéressant au niveau de l'écriture, je trouve, c'est que donc il s'est inspiré d'un roman de Thomas Bernhard, Naufragé, que j'ai pas lu, Naufragé, qui en fait met en scène plus ou moins Glenn Gould, des deux amis. Donc, et là, à partir de là, il a fait l'écriture de plateau, visiblement, puisque c'est vrai que les personnages quand même correspondent assez bien aux comédiens qui jouent, même très bien, qui jouent très bien d'ailleurs. Qui sont Vincent Guédon, on va les citer, voilà. Julien Romelard et Samy Zerouki. Alors Vincent Guédon, qui joue le Matisse, c'est le génie. C'est le Glenn Gould. Ouais. Julien Romelard, c'est celui qui croit à la vertu politique, le message. Il est d'une famille communiste, il jouait dans un cinéma, donc c'est peut-être le plus concret. Et puis Samy Zerouki, c'est la beauté, l'émotion, le ravi de la crèche, comme il dit lui-même, et je crois que ça se combine bien tous les trois. Et donc moi, je trouve que... alors il y a un démarrage qui est assez amusant, d'ailleurs, parce que ça démarre comme une conférence, donc il y a cette évocation vraiment du théâtre de plateau qu'on connaît, et Sivadié explique qu'il a écrit le texte en s'adaptant aussi aux comédiens, et finalement il y a quand même s'il y a, évidemment, moi je suis d'accord qu'il y a quelques longueurs dans le texte, qu'il était prévu 2h15, qui dure 2h30, mais cette écriture quand même de plateau aboutit à un texte qui, moi, je trouve assez cohérent et qui émeut, parce qu'effectivement, à travers l'histoire de ces personnages, de cette histoire intime, il évoque des questions fondamentales et qui nous touchent, moi je trouve, profondément. Les théâtreux doivent être aussi des mélomanes, parce que ça nous touche profondément. Mais il n'y a pas que des théâtreux dans la salle, alors. Bon. Victor Inizan. Oui, alors moi, pour revenir à cette histoire de fiction, justement, et au choix des acteurs, Sivadié, il est confronté à quelque chose d'assez compliqué, parce qu'effectivement, il faut jouer le génie. Et ça, c'est pas évident à faire, et donc Vincent Guédon, qui est donc le Matisse Schillmann lui-même, un peu l'analogie le miroir de Glenn Gould, est confronté lui-même à une espèce de difficulté, parce que, effectivement, il peut pas être un génie musical. De toute façon, il n'y a pas de piano sur scène, comme on l'a dit, ce qui est plutôt un choix astucieux, je trouve, de la part de Sivadié. Puis c'est pas non plus un génie chorégraphique, parce qu'effectivement, ces moments avec la poudre blanche sont assez simples finalement. Et c'est vrai que moi, quand même, le choix de Vincent Guédon, qui est un acteur assez cher à Sivadié quand même, qui est quand même plutôt assez aérien, presque astral dans son jeu, m'a plutôt étonné
dans la représentation un petit peu qu'on attendait plus tellurique, et d'ailleurs c'est un mot que le professeur de piano, un petit peu leur grand maître à tous, utilise en disant que c'est un peu la qualité ultime du pianiste. C'est vrai que ça m'a un petit peu étonné ce choix-là. Par ailleurs, et bon, moi non plus, j'ai pas lu le texte de Bernhardt, donc je peux pas vraiment en parler, et puis j'ai pas envie de remettre en cause du tout là son génie à lui. Mais c'est vrai que dans le fond, Mathis Schillmann, c'est qui ? C'est le génie torturé, sombre, radical, qui tutoie la folie. Et donc cette vision, elle est, d'une certaine manière, on aime toujours un petit peu les héros romantiques, un petit peu décadents et noirs, hein, c'est vrai, mais elle n'est pas non plus particulièrement séductive, je trouve, parce qu'elle n'est pas très novatrice, cette figure-là, par ailleurs. Mais alors j'ai l'impression que justement ces trois types qui sont en effet des clichés et des clichés de la réflexion sur l'art, j'ai l'impression qu'en effet ils sont reconduits, mais avec, et c'était la force, moi j'ai pas encore vu ce spectacle, mais j'ai vu Italienne Scène et Orchestre 2 fois, et la force du spectacle d'Italienne Scène et Orchestre, c'était qu'il y avait quelque chose de profondément théorique, à la fois sur la mise en scène et sur d'ailleurs la conduction, j'allais dire, je trouve pas le mot français, sur les chefs d'orchestre, quoi, sur la direction d'orchestre, voilà. Et il y avait beaucoup d'humour, c'était drôle, c'est-à-dire qu'en effet, cette espèce de fantasme du génie, des trucs qui passent sans qu'on se les dise, de la télépathie supposée des artistes sur une scène, c'était sans cesse remis en question et c'était extrêmement drôle. Là, j'ai l'impression que c'est à nouveau quand même un peu le cas, Victor. Oui, absolument. Et de toute manière, il faut complètement reconnaître l'intelligence de plateau qu'a Sivadier. Comme vous l'avez dit, il signe aussi la scénographie que je trouve particulièrement maligne, et idem pour les lumières de Jean-Jacques Baudouin, si je dis pas de bêtises, qui sont d'une certaine manière un petit peu à un endroit de mitoyen entre ces trois visions, si vous voulez. C'est-à-dire que ces lumières, il y a un certain effort que je trouve assez marquant de ne pas faire de lumière trop belle, justement, elle, pas trop séduisante. Et c'est un peu la même chose du côté de la scénographie, ce qui fait que, évidemment, ça reste assez malin. Hein, cette adaptation. Peut-être quand même juste pour dire un mot, il me semble que ce spectacle, c'est presque le germe d'un autre spectacle qui aurait pu être un petit peu plus concis, un petit peu plus fort, c'est précisément, et j'y reviens, celui de la théorie. Ce spectacle dure 2h30, on aurait pu peut-être, alors voilà, faire un spectacle quasiment 2 fois moins long, qui soit un précis de pédagogie, en fait. Parce que c'est ça l'intérêt, à mon avis, du spectacle, c'est un précis de pédagogie où on sort, on a envie de discuter, de débattre, de se positionner. Et finalement, voilà, pour moi, cette fiction qui est tellement un prétexte, finalement, peu importe. Ce qui compte, c'est la partie vraiment, vous voyez, c'est le débat. En fait. Assumer le concept, quoi. Absolument, complètement. Philippe Chevillier. Oui, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que je pense que, alors, peut-être que ce n'est pas tout à fait abouti, mais qu'il y a l'incarnation et la partie intime des personnages est intéressante, parce que qui dit Solis dit solitude, et on retrouve en fait dans leur histoire, parce qu'au départ on voit leur enfance et comment ils se sont intéressés au piano, et justement je trouve que dans ces débats qui entre les trois, on ressent d'abord l'indicible, la possibilité, même le génie dont vous parliez, c'est vrai que à la fois il essaie en fait il est contre tout à chaque fois, on se dessine en creux ce génie, et c'est par leur interaction et l'amitié qu'on sent mais qui n'est pas vraiment dite, qui ramène à des traumatismes, ou des traumatismes, n'exagérons rien, mais enfin, il y en a pour certains de l'enfance. Et je pense que d'avoir à la fois cette théorie, mais aussi de comprendre que pour ces pianistes, à un moment donné, il n'y a rien d'autre que le piano. Et sauf celui qui s'en sort va pouvoir vivre de ça, les autres vont être brisés d'une certaine façon. Je trouve que c'est une dimension qui est importante. Cela dit, qu'on puisse peut-être concentrer un peu le spectacle, ça serait peut-être pas mal. Ça, vous avez l'air d'accord. Sentinelle de Jean-François Sivadier. Le spectacle est en tournée jusqu'au 27 février à la MC 93, à Saint-Denis, puis à Caen, Colmar, Besançon, Clermont-Ferrand, Dunkerque. Toutes les dates sont sur notre site. Dans un instant, nous parlerons de Cypher Z, dystopie théâtrale. Mais pour l'heure, c'est le coup de cœur de Philippe Chevillier pour Une mort dans la famille. C'est l'anniversaire, n'est-ce pas, de la disparition de ton père? Ouais, je sais, mais je suis sûr qu'on n'a rien besoin de faire. Genre, on va tous penser à lui et tout, mais on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, je veux dire, de spécifique ou quoi. Je pensais que ta mère voulait répandre des cendres. Ouais, c'est cool. Ouais, je sais pas vraiment, chérie. Une mort dans la famille, le nouveau spectacle d'Alexander Zeldin, jeune dramaturge et metteur en scène dont on a vu plusieurs spectacles ces derniers mois en France, Philippe Chevillier. On est toujours assez enthousiaste, est-ce que c'est encore le cas sur celui-ci? C'est encore le cas, c'est sa première pièce écrite en français, qui a une dimension, alors on est dans le réalisme social, mais avec une dimension, là encore, de l'intime et de l'autofiction, puisque le personnage qu'on entend de l'ado, c'est un peu lui quand il était
quand il était jeune. Et la pièce démarre en fait de façon très brutale, puisqu'on trouve un adolescent qui rentre chez lui, qui trouve que la mort, il y en a marre, cette mort qui rôde dans la maison, il a perdu son père, et la grand-mère s'est échappée de l'EHPAD, et grand-mère qui est incontinente et qui revient et qui s'oublie dans le salon, donc il est furieux, le petit frère vient lui dire mais t'as pas à lui parler comme ça, la mère revient, la mère de famille qui travaille mi-temps, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui discute avec sa mère, bon, on va te trouver un autre EHPAD, oui, bien sûr, ça sera un essai, etc. Et on comprend que ça ne sera pas un essai. Et tout le reste de la pièce se passe dans un EHPAD qui est figuré sur scène. Et c'est vrai que c'est un spectacle coup de poing, alors qui tombe, évidemment. C'est incroyable avec l'actualité actuelle. On ressent vraiment encore plus l'émotion, la force du spectacle, sachant que c'est pas un spectacle pamphlet. On est dans le réalisme et en même temps dans la tragédie. Il y a toujours quelque chose du coup de force, hein, pas au sens négatif d'ailleurs, mais dans ce qu'il fait. Non. Et ce qui est toujours, moi, ce qui me paraît formidable dans son travail, c'est qu'on est à la fois dans cet hyper-réalisme, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est, encore une fois, du théâtre de plateau, que les gens réagissent, se parlent comme vous et moi, etc. Mais c'est très écrit. Et c'est en même temps une tragédie. Et il réussit à nouer les deux. Toute la partie dans les EHPAD, où on assiste à tout ce qu'on peut imaginer, la famille qui vient moins, excusez-moi. Je vous en prie. La famille qui vient de moins en moins, les soignants qui sont débordés, en même temps très dévoués, et les personnages effectivement qui s'éteignent. Et il y a un aspect de tragédie, aussi de comédie, puisqu'on voit il y a certains vieux qui déraillent, alors qu'ils sont incarnés formidablement. Marie-Christine Barrault, qui joue la grand-mère, est absolument géniale, mais il y a aussi Annie Mercier, Thierry Bosc, et qui, eux deux, jouent un peu les rôles des bouffons, parce qu'ils sont dans un Alzheimer, et ils délirent un petit peu. Et lorsqu'il y a un mort, le mort devient tout d'un coup comme un spectre dans une pièce de Shakespeare et s'avance et va s'asseoir dans le public à côté des spectateurs. On est donc à la fois dans l'hyperréalisme et dans la tragédie classique. C'est très beau. Une mort dans la famille, c'est en ce moment au théâtre de l'Odéon Atelier Berthier et c'est jusqu'au 20 février. France Culture, la grande table critique, Lucille Como. Le dernier objet au programme de cette grande table critique est un spectacle qui fait salle comble, une salle très jeune et extrêmement enthousiaste quand je l'ai vu cette semaine. Le Moonstroom est un collectif fondé en 2012 par Lionel Lingelser et Louis Arène avec des principes francs, celui de travailler en collaboration égalitaire avec dramaturges, ingénieurs du son, scénographes, éclairagistes et autres artistes de la scène et de proposer des spectacles de légère anticipation. Dans ce nouvel opus, Cypher Z, nous débarquons dans un monde un peu Kafka, un peu Cronenberg, un peu Pixar, qui se divise en 3 catégories. Tout en haut, il y a les animaux qui ont pris le pouvoir et dont la chef est une éléphante en campagne présidentielle. En dessous, il y a les robots qui mystérieusement disparaissent petit à petit. Et puis tout en bas, la lie, les quelques humains qui restent. Parmi eux, Cypher est un homme soumis et peureux qui travaille pour l'administration centrale, jusqu'à ce qu'un jour lui pousse sur le dos un étrange bubon, d'où émerge un double maléfique de lui-même, Z. Walter Closet, alias la soprano von Carlag. Elle nous a encore pété une belle durite. On l'applaudit bien fort. Mais il me semble apercevoir de nouveaux minois dans l'assistance. Vous êtes chaque soir plus nombreux à nous rejoindre depuis la surface. Soyez les bienvenus, mes petits écrous. Ici, nous oublions notre condition immortelle et nos mécanismes parfaits. Ce refuge accueille vos fantasmes de finitude. Vous le verrez, tous les moyens sont bons pour simuler l'achèvement, feindre la disparition, singer le grand seuil, l'ultime moment. Nous arborons le masque du jamais plus et célébrons inlassablement l'éphémère, ce qui est passé et ne reviendra plus. La recherche du temps perdu, cet obscur trésor qu'emporta l'humanité. Allez! Ce soir on joue à s'en trouver la disquette, on s'enivre la turbine, on se caresse la carte mère. Transcendez vos châssis, bande de débris. Et tout de suite, place au théâtre. Quoi? Au théâtre!
Sur scène, c'est noir et assez spectaculaire, beaucoup d'effets de machinerie sur fond de drapés en plastique noir. Plusieurs modules figurent parfois des water closets, parfois des estrades. Les comédiens sont masqués. Musique et lumière, tous les curseurs sont poussés à fond. Victor Inizan, c'est vous qui avez proposé ce spectacle. Absolument, et j'en suis bien content parce que j'ai très envie de défendre ce spectacle. Pour moi, Louis Arène et donc le Moonstrom Théâtre, à travers lui, c'est un peu le seul à faire ça en France. Il invente quasiment son genre de théâtre, et c'est probablement tout ce qu'on peut souhaiter à un metteur en scène. Le spectacle est très réussi visuellement. On est encore un palier au-dessus de 40 degrés sous zéro, qui était son dernier spectacle d'après 2 pièces de copie. Réussite visuelle grâce à la scénographie assez ingénieuse de Mathieu Laurie-Dupuis, et puis aussi dire un mot de Jérémy Papin, qui est créateur lumière, qui rejoint le Moonstrom pour cette création et qui est quelqu'un, à mon avis, avec une intelligence dramaturgique rare sur les projets dans lesquels on le trouve. Il faut dire qu'on voit la lumière, c'est-à-dire que pour des gens pas comme vous, Victor, qui est un fan de la lumière au théâtre, quand on n'est pas habitué à parler de la lumière, là pour le coup c'est un des premiers trucs qui vient, parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui crée les effets. C'est-à-dire il y a un côté cinématographique, mais qui est en fait de la machine, qui crée des effets de métamorphose des personnages, d'ombre sur les masques. C'est assez spectaculaire. Complètement. Et cette réussite visuelle, à mon avis, elle s'accole à une autre réussite qui est encore plus importante, c'est la réussite politique. Et peut-être pour redonner un élément de contexte, c'est vrai que donc les animaux, comme vous l'avez dit, sont en haut de l'échelle sociale, mais au-delà de la référence un petit peu à Orwell qu'on pourrait voir dans La ferme des animaux, etc., pour moi, ces animaux, en tout cas je l'ai pris au premier degré, ils ont quand même des corps d'humains. Et moi j'y vois plutôt des hybrides, c'est-à-dire que très concrètement, ils ont des têtes d'animaux et puis des corps d'humains, ce qui donne lieu à des scènes un petit peu rigolotes où il y a des traits de caractère qui sont un petit peu montrés. Typiquement, on est dans un ascenseur, un phacochère qui rote, un chat qui est outré, bon voilà. Mais ce qui est intéressant à mon avis là-dedans, c'est que ces animaux sont des figures d'adaptation, de flexibilité, de mutation un petit peu, parce que ces animaux ils sont très heureux dans cette société kafkaïenne, complètement néolibérale, et l'humain qui lui est à la traîne, derrière c'est celui qui n'a pas su s'adapter. Et Zeifer, dans ce spectacle, c'est vraiment celui qui précisément n'a pas de caractère, qui, vous voyez. Et donc, à travers cette espèce de métaphore entre hybride et humain, on arrive à quelque chose d'assez intéressant politiquement, qui est je trouve, une belle analogie entre la science-fiction et le surnaturel, quoi, disons. Philippe Chevillier. Alors moi je suis moins enthousiaste, je suis partagé, mais enfin presque dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'était vraiment du en même temps. C'est-à-dire que j'ai vraiment été assez enthousiasmé par une partie du spectacle, par la forme, et je l'ai été moins par le fond. Alors vraiment, je pense, et là je rejoins Victor, parce que je pense vraiment que ce théâtre hybride, avec concrètement marionnettes, masques, lumière, son, ça fonctionne très bien et ça crée quelque chose d'inédit, même si on voit les références à Bob Wilson, à Castellucci, à tout ce qu'on veut. Il y a quelque chose à la fois de très vivant, de sauvage dans ce théâtre-là. Et puis c'est tellement mélangé qu'il y a tellement de références. Il y a aussi de la marionnette que on pense en effet à ce que vous citez là, qui sont les grands maîtres plasticiens du théâtre. Mais c'est autre chose quand même. Mais oui, tout à fait. Non, mais je dis les références, c'est plutôt c'est bon signe de se référer à Castellucci et Bob Wilson. Il y a une écriture théâtrale et en plus il y a une construction, une dynamique qui est assez forte et on comprend à la fin qu'il y a un enthousiasme général. En plus, alors sur l'écriture, ça démarre, moi je trouve plutôt bien, avec ces animaux qui gèrent la société avec institut de sondage, avec algorithmes, qui sont humanophobes, effectivement les hommes esclavagisés et les robots pour l'éternité qui servent, mais qui sont en plein déboulonnage. On sent que ça démarre et en plus c'est écrit avec beaucoup d'humour, les répliques sont fortes, ce que disait Victor sur tout d'un coup on a un chien détective qui ennuie un petit peu tout le monde, on lui jette une balle donc il va chercher la balle. Il y a vraiment des choses très drôles et moi j'attendais justement... C'est une fable. Et j'attendais que la femme me mène quelque part. Moi, elle m'a amené nulle part parce que je trouve que ces animaux, on les laisse un petit peu en plan, les robots aussi. Alors cette image de l'homme et son double, le double qui maléfique, qui va reprendre le pouvoir pour finalement se réintégrer. J'ai un problème avec ces dystopies au théâtre. En fait, la science-fiction, l'écriture de science-fiction au théâtre, j'ai jamais jusqu'à présent trouvé vraiment de forme qui me... À chaque fois, j'ai l'impression que le sujet se perd en route. Et politiquement, je trouve que ça nous raconte
pas grand-chose, sinon, et c'est dans l'écriture, voilà. Mais il suffirait que cette fable soit mieux écrite pour que moi, je sois complètement ravi. Mais ceci dit, ce que vous dites, Philippe, je vais vous donner la parole, il trépigne, Victor, c'est que la question du renouvellement des motifs dystopiques est vraiment problématique, pas seulement au théâtre, mais aussi beaucoup au cinéma, dans les séries, dans tout ce qui fait la pop culture aujourd'hui. Et en effet, je suis un peu d'accord avec vous, la fable politique, elle tient peu parce qu'elle repose sur des motifs qu'on a trop vus et qui sont tout mélangés et qu'on arrive à situer, je pense, trop facilement, Victor. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec vous deux, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. Ce qui se passe dans le spectacle, ce qui déclenche, disons, un petit peu la fable, c'est quand même une scène, je peux la spoiler parce qu'elle est au début, où un collègue humain de Cypher fait une tentative de suicide. Et à cette spectaculaire devant complètement, tout le monde. Bien sûr, c'est très, très sanguinolent, etc. Grand boulevard. Et ne résulte donc de cette tentative que des moqueries de la part des dirigeants animaux, hybrides, etc. Et Cypher est là. Il assiste à ce moment, et qu'est-ce qu'il fait, Cypher, ou qu'est-ce qu'il ne fait pas, plutôt, en fait? Il reste pantois et il ne fait rien. Et pour moi, le spectacle doit se lire vraiment à l'aune de cette scène, parce qu'il y a un moment où on ne se révolte pas, où on décide de ne pas se révolter. Et c'est à partir de là que le bubon, justement, se développe, et que le double maléfique, etc., va sortir. Et pour moi, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Cypher, en l'absence de révolte, fait sortir une espèce, vous voyez, de pulsion un petit peu en dehors de lui, qui, puisqu'elle est un petit peu dégénérée, disons, et qu'elle est détachée de son créateur, va devenir complètement fasciste, d'ailleurs, à la fin du spectacle. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que je trouve que ce spectacle mêle, bien sûr, on l'a dit, une certaine visualité, voilà, assez forte, de la politique, bien sûr, et on ne peut pas trop parler de la dernière partie, voilà, pour pas trop divulgacher, mais quand même, un certain ésotérisme. Le spectacle se termine pas du tout là où on aurait cru qu'il irait, dans une espèce de matrice un peu prométhéenne, avec une grande glaise comme ça, où on est dans une espèce d'espace mental, en fait. Encore beaucoup de références, là. Absolument, il y a carrément une citation de Matrix 3, il y a du Alien 2, il y a du Cronenberg, comme vous l'avez dit, complètement. C'est un spectacle qu'on pourrait beaucoup name-dropper, en fait, finalement, parce qu'il y a beaucoup de références. Mais ce que je trouve très juste, quand même, pour terminer là-dessus, c'est que pour moi, ce spectacle, c'est un travail sur la réintégration des pulsions à l'intérieur de soi-même. Et c'est vraiment ça qu'a dit sa dernière partie, c'est réintègre le double en toi qui s'est échappé pour pouvoir te révolter. Et c'est pour ça que je trouve que politiquement, c'est intéressant. Philippe Chevillet. Oui, moi, je suis moins convaincu. Alors, c'est une très belle démonstration, mais je trouve que c'est quand même assez confus, justement, l'idée de la révolte qui vire au fascisme. Alors, on a cette scène qui est pour moi la scène la plus ratée du spectacle, qui est la scène justement politique. On va faire de la politique, où on voit, et c'est toujours la même scène qu'on voit dans du théâtre qui se veut moderne ou d'avant-garde, avec le tyran qui prend la parole, qui chante une chanson généralement de variété, et ensuite on a un personnage derrière qui imite Macron. Donc, c'est vraiment je trouve ça très facile et franchement ça c'est un peu raté, mais c'est pas très grave parce que je voulais quand même dire qu'il y a une scène qui me paraît absolument géniale, c'est la boom ou la partie plutôt en discothèque des robots qu'on voit en extrait, qui est pour moi extraordinaire et qui fait oublier cette scène là. Non, alors ce que je voulais dire plus sérieusement, enfin en tout cas ce qui me paraît plus important pour moi dans ce spectacle, c'est le problème c'est que justement il ne choisit pas tout à fait entre la fable et... Prenons l'exemple d'un spectacle de Bob Wilson, justement, ça reste très hermétique et ça reste dans la suggestion et très allusif, dans l'ellipse. Et là, on est entre la fable et l'ellipse. Je trouve que quand on fait une fable, il faut vraiment la mener jusqu'au bout et fortement. Et quand elle devient un petit peu confuse et qu'elle mélange justement l'ésotérisme, donc genre, chacun va pouvoir interpréter... la fable est trop, concrète au départ pour nous laisser dans le vide à la fin. Et ce que dit Victor, et que je trouve très intéressant, mais moi je ne l'ai pas ressenti, donc c'est que je trouve que quelque part, c'est pas suffisamment exprimé. Alors peut-être que le son n'était pas très bon non plus. Mais il y a des hiatus. En effet, c'est la même chose sur l'humour de ce spectacle. C'est-à-dire qu'il y a des choses très plates, très littérales. Il y a beaucoup d'humour scatologique. On sent que ça les intéresse beaucoup. Pourquoi pas. Et il y a aussi une espèce de finesse dans la référence, dans la parodie, dans cette boîte de nuit spéciale robot dont vous parlez. Il y a du Duras qui passe. Il y a une réinterprétation de Roméo et Juliette, du Didon et Né de Purcell. Tout ça, c'est très high level. Enfin, très haut niveau en termes d'humour. À côté de ça, il y a des choses très plates et on ne sait pas exactement où se situer là-dedans. Et je ne suis pas sûre que ce soit fait exprès, ceci dit. Oui, absolument. Mais là où je vous rejoins, par contre, c'est qu'il faut quand même dire que c'est un spectacle qui est bourré d'imperfections. Il est loin d'être il est impur, mais peut-être par nature aussi. Absolument. Et je
pense que c'est pour ça que je maintiens quand même ma position, c'est qu'effectivement il est très imparfait. Le texte à certains endroits est quand même un petit peu faible poétiquement, même si bon, dans des œuvres de science-fiction aussi des fois, tant que le monde est bon, déjà bon, c'est presque l'essentiel, j'ai envie de dire. De la même manière, des fois les gourmandises visuelles, on en mange et on se dit mais quand ça se termine? Et pourtant, pour moi, ces imperfections, elles sont aussi un petit peu à la hauteur du risque qui est pris. On l'a dit, c'est un spectacle qui mélange beaucoup de genres, qui prend beaucoup de risques, qui va chercher dans des références des fois très hermétiques, très, très intellectuelles, et puis d'autres qui sont très, effectivement, presque basses, on pourrait dire. Et il est très imparfait, très, très bordélique, ce spectacle, mais c'est précisément aussi pour ça que je me dis, bon, il vaut mieux des spectacles imparfaits, mais qui prennent des risques suffisamment grands, et pour moi c'est vraiment le cas de ce Cypher Z. Philippe Chevillier. Alors, juste effectivement pour dire que je suis d'accord là-dessus et que malgré ses imperfections, moi c'est un spectacle d'abord qui soulève l'enthousiasme d'un jeune public et qui ressemble effectivement pas à grand-chose d'autre, et donc à ce titre-là, je pense que c'est... Bon, après, dire qu'il faut améliorer une écriture, ça me paraît important, puisque le théâtre de plateau, parfois, on souffre de ça. Il faut aller plus loin dans l'écriture, à mon avis. Mais à part ça, c'est un spectacle qui vaut vraiment le déplacement. Oui, Victor. Je voudrais dire un dernier mot, effectivement, où là, je vous rejoins totalement sur la question des robots, de cette scène qui est quand même assez magnifique, et cette idée, en fait, même derrière cette scène-là. Les robots sont vraiment prolétarisés dans ce spectacle, et donc il y a cette scène où on est dans une espèce de cabaret, boîte techno, sadomaso possible aussi. Enfin, il y a une espèce de mélange des genres. Absolument, mais qu'est-ce qui est magnifique là-dedans pour moi, c'est que les robots sont devenus la mémoire de l'humanité. C'est-à-dire que ce sont eux qui maintiennent les références à Shakespeare, mais bon, aussi à Muriel Robin, un peu pareil, on est toujours dans un panel très large. Et ça, je trouve ça très beau, l'idée que les robots qui sont notre création abritent notre propre mémoire. Pour moi, c'est ce genre d'idée-là, me ravit, juste avec ça, déjà, moi, je suis très heureux, quoi. Bon, il est riche, en tout cas, ce spectacle. Cypher Z par le Moonstrom Théâtre, c'est jusqu'au 19 février au Montfort à Paris, puis les 1er et 2 mars à Cherbourg, du 15 au 19 au Quai à Angers, puis Châtillon, Reims. Toutes les dates seront à retrouver sur le site de l'émission. La grande table critique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup Victor Inizan, merci Philippe Chevillier. À la préparation de l'émission, il y a Aïssatou Ndoye et Boris Pinault à la réalisation Perret Legras, et à la technique aujourd'hui, c'était Ludovic Auger et Dali Ya. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture, et vous pouvez également vous abonner au podcast de la grande table critique sur l'application Radio France.